Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie. Cette semaine, à la Cité de la Voile Éric Tabarly, on vous entraîne à la rencontre de ceux qui, derrière leur appareil photo et leur caméra, saisissent les moments de joie, de doute, de peur ou encore d'ivresse et des acteurs de la course au large. Vidéastes aguerris, techniciens hors pair, équipiers multitâches, nos invités sont à la fois discrets, agiles et un brin téméraire. Leur nom de code, les Médiamens, et leur mission, nous faire rêver, nous faire pleurer, nous faire rire, nous faire frissonner, bref, nous embarquer. À travers leurs images et leurs récits, ils nous entraînent dans les coulisses d'une discipline dont ils immortalisent toute la singularité. Si l'un a vu naître le métier et fait figure de pionnier, l'autre s'est récemment converti à l'exercice après avoir été lui-même sous le feu des projecteurs. Yann Rioux et Jérémy Eloi sont avec nous, on les accueille. Bienvenue. Bonjour messieurs, installez-vous, bienvenue dans le Café de la Marine, on est ravis de vous recevoir. Pour une fois, c'est vous qui êtes devant la caméra, d'habitude c'est plutôt l'inverse, alors ça vous stresse un peu, ça vous amuse de passer de l'autre côté, comment vous le vivez ? On n'a pas l'habitude, enfin en ce qui me concerne j'ai moins l'habitude évidemment, mais bon on s'y fait, hein, c'est comme tout je pense. Moi, j'ai fait un moment et voilà, ça fait bien longtemps maintenant, dans une autre vie. Alors on va parler avec vous de ce fabuleux métier qui est celui de Médiaman, un métier qui a été inventé en fait en 2008 lors de la Volvo Ocean Race, où l'organisation pour la première fois exigeait qu'il y ait à bord une personne dédiée qui fasse vivre la course de l'intérieur, caméra en main. Yann, toi tu as embrassé ce métier dans la Volvo Ocean Race, mais en 2011-2012, aux côtés de Franck Camas, c'était à bord de Groupama 4. Alors raconte-nous. Alors effectivement, c'était en 2011, ça n'existait pas vraiment, c'était nouveau et Franck avait besoin d'un équipier. Alors il ne savait pas au départ s'il devait prendre un caméraman et le transformer en marin ou un marin et le transformer en caméraman. Et toi, tu avais vraiment envie de naviguer, hein, Moi j'avais envie de naviguer, ouais. J'avais même postulé pour être navigateur remplaçant et il m'avait dit non. Tu avais quand même 2 mini par contre tu peux faire Médiaman si tu veux. Donc voilà, je me suis passionné pour ce métier-là, en fait, parce que 9 mois, c'est long, donc il faut apprendre. Et pendant 9 mois, et c'est une bonne école, en fait. Tu avais fait quand même la mini Fastnet plusieurs fois, enfin, tu avais quand même une expérience de marin, vraiment, tu étais expérimenté dans ce domaine-là, quoi. Oui, ça faisait 10 ans que je faisais du mini, et à côté de ça, j'étais performeur, je m'occupais de la cellule performance de Groupama. Ouais. Voilà, depuis un moment déjà, ouais. Oui. Voilà. Alors Jérémy, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi tu es un ancien kitesurfer pro, hein. Pendant des années tu as sillonné tous les spots de la planète pour des sessions les plus engagées. Et à l'inverse de Yann, toi c'est finalement la glisse et la vidéo qui ont été ta passion première et qui t'ont conduit ensuite vers les bateaux. On revoit des images de cette période où tu étais toi devant les caméras parce que tu faisais beaucoup de kitesurf. Moi, j'ai glissé un peu tout seul en fait. Je faisais ma carrière de kitesurfer, en même temps je faisais mes propres vidéos avec des voyages autour du monde. C'est-à-dire que j'embarquais un caméraman et je me faisais filmer et après c'est moi qui montais. Donc voilà, petit à petit j'ai glissé vers la vidéo. Après j'ai commencé à cadrer. Avec des images d'animaux, notamment tu as un film qui a été primé, tu as fait de superbes images au cours de ces trips-là en fait. Finalement assez vite tu t'es pris passion pour faire des docs, quoi. En fait j'avais la liberté de faire ce que je voulais. J'avais des sponsors qui me payaient pour faire ça et du coup je pointais un peu la carte et là c'est des images de Skeleton, une vague qui est en Namibie, qui venait d'être découverte. On avait des conditions incroyables et puis l'idée c'était que tout le monde puisse regarder ces films, il n'y avait pas que du kitesurf. Et petit à petit ça a glissé, en fait petit à petit on m'a dit tiens tu veux pas filmer ça, tu veux pas filmer ça, et je me suis retrouvé à filmer du Flying Phantom. Voilà. Et puis Alors contrairement justement à Yann qui est un navigateur expérimenté, toi tu as glissé un petit peu vers la course au large. Raconte-nous comment tu es arrivé dans cet univers, quelle a été ta première expérience avec qui justement? Donc ma première expérience c'était sur ce bateau là, Flying Phantom. Donc tout le monde venait à Saint-Lunaire essayer. Il y avait François Gabard, Franck Camas, Loïc Perron, Philippe Presti. Et donc je filmais ce bateau un peu par hasard. C'était un copain et donc je me suis retrouvé à filmer ces bateaux, à rencontrer ces marins. Et ça m'a plu. Et puis petit à petit j'ai fait plus de films, j'ai investi dans des caméras et puis j'ai eu un appel d'offres. Avec Paul Meillat, hein, c'est ça, on voit des images. Ça s'est enchaîné après. Oui. Ouais, ça s'est enchaîné. En fait, la même année, j'ai eu IDEC et SMA avec Paul Meillat. Et puis voilà, l'aventure était partie. Et puis le kitesurfer, c'était derrière moi. Alors Yann, tu n'avais pas forcément cette passion pour l'image, parce qu'on dit toi ce que tu cherchais, ce que tu avais au fond des tripes, c'est d'aller naviguer sur des super bateaux. Et finalement, tu t'es pris au jeu quand même. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu as une formation spécifique? Comment tu t'es dit, finalement, c'est pas juste une pige comme ça, une opportunité d'embarquer, mais ça va devenir mon métier, j'ai vraiment envie de faire ça?
La réflexion, elle s'est faite après, en fait. Mais c'est vrai que pendant 9 mois, on t'oblige sur la Volvo à sortir un sujet de 2 minutes tous les jours de vidéo, et puis entre 5 et 10 photos, écrire aussi, Sacrée accessoirement. contrainte. S'engager. Voilà, et donc, en fait, ça occupe bien les journées. En plus, il y a un petit peu de, je dirais pas de compétition, mais enfin, il y a d'autres équipes. On essaye toujours de faire un petit peu mieux ou de s'inspirer de ce que font les autres, en tout cas. Et donc, forcément, on est obligé de se passionner pour ça en 9 mois, parce que sinon, on finit pas la course. Et on devient fou, quoi. Donc, et à l'issue de ça, par contre, voilà, moi, j'ai eu une réelle question qui était de savoir est-ce que je reprenais mon ancien métier ou est-ce que je continuais là-dedans. Et j'ai fini par choisir de continuer là-dedans. Et en plus, quand tu dis qu'il y a une émulation, forcément, Groupama ayant gagné cette course, à la fin de la course, tu devais vraiment, sans doute, être très sollicité et tu dormais que 4 heures par jour, je crois. Alors effectivement, il y avait, quand les bateaux sont devant, on a un peu plus de travail. C'est agréable, mais on est un petit peu plus sollicité. Quand on est derrière, on est tranquille. Ouais. Alors, en 15 ans, le métier a énormément évolué. Aujourd'hui, quelle est votre mission? Toi, par exemple, Jérémy, tu viens très récemment d'être à bord avec François Gabard pour sa qualification pour le Rhum. Ouais, c'était bien. J'ai rejoint à Lisbonne et on est remonté jusqu'à Concarneau. Donc, on était à 2 sur le bateau. Donc, c'est vraiment une chance incroyable. Il faut vraiment voir qu'on vit des trucs de dingue, quoi. D'être sur ces bateaux à 2 et de filmer ceux qui font avancer ces bateaux, c'est quand même génial. Et donc là, je pouvais pas toucher le bateau, hein, donc on n'a pas le droit de toucher la performance du bateau. Par contre, moi, j'ai retrouvé les vieilles habitudes que j'avais eues avec François sur la Brest Atlantique, c'est-à-dire lui faire un peu à manger, un thé de temps en temps, et puis voilà, les automatismes reviennent vite. Alors toi, tu es aussi le médiaman un petit peu attitré de Gitana, qui est comme le bateau de François, une machine à avaler les milles. Donc il y a beaucoup de complicité aussi avec Franck Camas, Charles Caudrelier. Oui, effectivement, on s'est connus sur Franck depuis 2006, je crois, et Charles a rejoint l'équipe de Groupama en 2010. On a fait la Volvo ensemble, donc forcément, ça crée des liens. Et une autre Volvo. J'ai fait une deuxième Volvo, effectivement, sur Dongfeng avec Charles. Et on s'est retrouvés, pas par hasard, mais on s'est retrouvés là sur Gitana en 2019 quand ils sont intégrés le team. Et c'était effectivement très agréable de les retrouver là. Et oui, on se connaît très, 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 très bien. Ce qui est un avantage d'ailleurs hein, pour raconter ce qui se passe. Alors, quelles sont les contraintes que vous rencontrez le plus? Il y a beaucoup de contraintes physiques, il y a aussi des contraintes matérielles. Les contraintes physiques, je dirais qu'elles sont proches de celles d'un équipier classique, en dehors de l'effort physique, enfin de l'effort musculaire. Mais après, on a les mêmes problèmes autour, hein, les problèmes liés au sommeil, la peau, l'inconfort en général. Et puis le matériel, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Il faut réussir à le préserver. Il y a la gestion du matériel qui est essentielle, notamment sur les courses au large. Il n'y a pas beaucoup d'équipements qui sont prévus à l'origine pour ça. Jérémy, tu t'es adapté à ces contraintes? Ouais. Alors moi, on m'a dit une main pour le bateau, une main pour moi. Et en fait, il y a une main pour la caméra. Et il y a une main qui se tient pour tout le corps. Donc parfois, c'est pas évident. Et on se prend... moi, quand je rentre de navigation, généralement, j'ai des bleus un peu partout. Oui. Ouais, c'était une des questions parce qu'il y a à la fois se tenir et être capable de tourner en même temps sans avoir mal de mer, ce qui n'est pas si simple quand finalement on est à l'œil focalisé sur quelque chose. Et puis après, dans le montage, c'est assez exigu quand même. Quand on regarde votre poste de travail, j'ai envie de dire, c'est quand même pas le grand confort. Ça tape, ça bouge, il faut arriver à se concentrer, arriver à monter des images. Et il y a un besoin d'efficacité aussi. On vous demande de tourner, monter rapidement. Donc c'est pas juste rentrer chez soi, prendre un café, se poser, attendre que ça bouge plus et puis monter, quoi. C'est ça qui est compliqué. Ouais, quand je fais du montage, moi, je rentre dans mon montage, donc limite, j'oublie où je suis, quoi. C'est comme lire un livre, on s'évade et pendant la Brest Atlantique, par exemple, j'avais 2 heures de batterie sur mon ordinateur, donc il fallait que je sois efficace. Donc penser au mal de mer ou à l'inconfort, c'était secondaire, quoi. Il fallait que je finisse mon travail et puis l'envoyer. Mais on voit à quel point c'est exigu quand même, votre poste de travail. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous faire peur en tournant des images, Yann? Est-ce qu'il y a forcément des moments très engagés, surtout que vous êtes avec des marins qui sont en course et qui ne sont pas là, comme on dit, pour enfiler des perles, quoi. Ils ont envie d'aller vite, ils ont envie de gagner, donc le confort, c'est complètement secondaire, quoi. Alors, en fait, je pense que c'est un petit peu comme les compétiteurs. On n'a pas, enfin, en ce qui me concerne, j'ai rarement eu peur pour moi, en fait, pour mon intégrité physique. Mais pour eux. En revanche, j'ai eu peur de ne pas réussir à faire mon travail. Ça arrive, comme on a peur de ne pas réussir à sa course, en fait. Et puis, j'ai eu quand même assisté à quelques moments dramatiques
Comme des dématages, par des exemple, dématages, ouais. un premier dématage sur Groupama pendant la Volvo en 2011-2012. Un deuxième. Là, on voit à quel point, on voit ces images, c'est quand même assez Ouais. impressionnant. Les paquets de mer sur un Volvo, voilà ce que vous vous prenez en fait dans la tête. Là, c'est un empannage, on en reparlera un peu plus tard, hein, mais dans 45 nœuds de vent. Et puis, il y a aussi ces images de dématage qu'on va découvrir où ça, c'est assez violent aussi. Oui, c'est violent. Et puis, du coup, on sort du cadre en fait de la course. On arrive dans un espèce d'imprévu qui fait penser à de l'aventure, mais qui dit aventure dit aussi qu'il faut faire attention. On a des bouts de mât qui se promènent. Voilà, rien n'est prévu. Il faut imaginer des choses, des escales. Donc, on est dans de l'imprévu. Jérémy, tu as évoqué tout à l'heure la Brest Atlantique. En fait, c'était ton baptême du feu, un peu en course avec François Gabard et Guénolé Gainet. Il y avait des moments de tension. C'était. Alors oui, c'était en fait avant j'avais filmé IDEC, le départ du Vendée Globe de Paul Meillat sur SMA et puis à un moment on a envie d'y aller aussi parce que ça donne envie alors moi les moments de tension, en fait ce que je me suis dit en partant, c'est comme dans l'avion, il y a deux pilotes, on peut stresser mais au final on peut pas Un tenir peu le volant. allumé donc, aussi, voilà. ces deux pilotes-là, comme tous. Et puis François, il connaît le bateau comme sa poche et Guénaud, je le connaissais via IDEC donc il y a un moment, il faut faire confiance. Et puis je pense qu'on gagne de l'énergie en fait à faire confiance. On se dit, OK, il gère le truc et ça va bien se passer. Alors, le matériel a Ouais, on va parler du énormément évolué. matériel, ouais. Aujourd'hui, il y a les drones, ça va très vite, il faut être un petit peu geek. Mais est-ce que vous avez un indispensable à bord, vous, l'un et l'autre? Oui, alors oui, le matériel a évolué. Alors, ce qui est marrant, c'est que petite anecdote, les bateaux, les vitesses des bateaux ont énormément évolué depuis 20 ans, on le sait tous. Aussi, oui. Mais en fait, le matériel vidéo a évolué en même temps. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, on ne le ferait pas avec du matos d'il y a 20 ans. Alors, Il y a une petite révolution, c'est le drone. Hein, alors, c'est ça le qui- drone, ouais. effectivement, c'est le truc le plus visible. Il faut savoir que les caméras aussi à côté sont beaucoup plus stabilisées, beaucoup plus compactes. On arrive à faire de belles choses avec des toutes petites caméras, ce qu'on n'arrivait pas forcément à faire il y a quelques années. Ouais. Jérémy, justement, tu nous as amené toi, tu nous as apporté ton matériel fétiche, c'est ça? C'est mon matériel fétiche. Alors c'est pas le plus petit, c'est pas le plus facile à utiliser parce que c'est assez lourd. Après la lourdeur aussi apporte de la stabilité, donc parfois c'est pas mal. J'utilise cette caméra beaucoup avec François parce qu'on tourne un documentaire sur François depuis 4 ans. Et c'est ce genre de caméras qui sont utilisées. Et dans la glisse, en fait, on utilise ces caméras, c'est raide. Parce qu'on peut faire des super ralentis, le grain il est top. Alors c'est sûr, c'est compliqué à utiliser à bord. C'est lourd, c'est fragile aussi, c'est j'imagine. fragile. Ouais. Mais c'est la mienne, donc j'en prends soin, comme la promenade de mes yeux. Ah, c'est ça, il y a le problème de salinité aussi, j'imagine, l'humidité, il faut faire attention au sel, c'est le matériel, tu disais Yann, il faut prendre soin du matériel aussi énormément. Alors toi, t'as amené aussi les indispensables, j'ai envie de dire, du Mediaman. Oui, alors si je devais partir qu'avec une seule chose, je partirais avec ça, hein, parce que c'est quand même avec ça qu'on raconte tout ce qui se passe à bord. C'est un appareil photo. Alors ça, c'est un appareil photo, mais c'est aussi une caméra extrêmement performante. Peut-être pas aussi performante que celle-là, mais très très proche en fait maintenant. On arrive à faire des choses... La nuit, c'est bien quand même ça. La nuit, ça, c'est c'est bien, nul ouais. la nuit. Ouais. C'est ça. Donc c'est très polyvalent comme matériel, c'est-à-dire que c'est très complet. Ouais. Exactement, et ça permet accessoirement de faire des photos aussi. Donc Et à en fait, avec un petit boîtier comme ça et un micro, j'ai un micro aussi, on est capable de raconter pas mal de choses. Ouais, le Et micro, tous, c'est vous- pas mal avec le vent aussi. Hein, Et pardon, tous, ouais. vous utilisez quand même le drone. Tu t'en sers, on voit beaucoup dans tes images, des images de drone, enfin, pour l'extérieur. Oui, alors le drone, effectivement, c'est ce que beaucoup de gens retiennent, et c'est vrai qu'on s'en sert pas mal. Après, je trouve que c'est plus utile pour contextualiser, en fait. Prendre de la hauteur, simple, Voilà, ouais, voir pour où se montrer trouve un le petit peu, bateau. voilà, Ouais, où d'accord. on se trouve et dans quel milieu on évolue. Et sans avoir besoin d'un hélicoptère. Et par contre, avec cette difficulté, vous parlez de la vitesse des bateaux, je pense que vous avez peut-être déjà ce qu'on appelle cracher un drone. Voilà, c'est la difficulté, c'est qu'à un moment, il faut le ramener sur le bateau. Quoi. Et quand le bateau va vite, c'est pas toujours facile. Ouais. Et ça coûte cher. Effectivement, c'est pas facile. Et en fait, un des ennemis du drone, c'est l'eau qu'on peut avoir sur le pont, par exemple. Ne serait-ce que quand on a la radiocommande entre les mains, il faut faire attention de ne pas la mouiller. Pas Alors, simple. on l'a dit, donc les courses autorisaient et même exigeaient un Mediaman à bord. Mais au début, notamment sur la Volvo Ocean Race, le Mediaman, outre le fait d'envoyer des images, Yann, c'était aussi un peu l'homme à tout faire et le cuistot du bord. Alors effectivement, il y avait ça sur la Volvo notamment.
Et je pense qu'en fait, c'est historique. C'est en 2008 quand Knut Frostadt, donc, qui était directeur de la Volvo Ocean Race à l'époque, a décidé d'imposer un équipier média aux équipes pour faire passer la pilule, en fait. Il s'est dit, bon, ok, vous allez avoir un gars qui va vous filmer, ou un gars ou une fille, bon, avec des gars à l'époque. Mais il va vous aider aussi, quoi. Il vous sera utile. Et je pense que c'était aussi une manière de créer des liens entre la personne et le reste de l'équipage. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'à défaut de faire performer le bateau, parce qu'on rappelle qu'en course, on verra ces différences sur un Jules Verne, mais en course, vous n'avez pas le droit de participer à la performance pure. Mais par contre, vous avez pas ce rôle aussi de chouchouter les marins, j'ai envie de dire, parce qu'à travers la nourriture, ça peut aussi être leur préparer des bons petits plats, les aider à se reposer. Il y a un rôle humain qui est important, Jérémy, aussi, dans ce côté médiaman. Ouais, parce que parfois, on se sent un peu de trop. Enfin, ils sont en train de régler le bateau, c'est la tempête, ils sont dans tous les sens, et puis on est là, ok, on a fait nos images, qu'est-ce que je peux faire, quoi, parce que, alors voilà, faire un thé, faire quelque chose de chaud, quelque chose de bon. Là, sur la Brest Atlantique, en fait, on avait pris beaucoup de légumes déshydratés, donc ça me prenait aussi beaucoup de temps. Mais au final, moi, je trouvais que c'était bien parce que ça me donnait une routine dans ma journée. Pour pas s'embêter, en fait, parce qu'entre le temps on fait les images, les photos, la nourriture, il me restait 1 heure dans la journée pour juste regarder dehors, et c'était bien parce que les journées, en fait, elles s'enchaînaient et ça permet d'aller plus vite. Après, les chouchouter, ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien, voilà, ils sont un peu plus réveillés, et je pense que ça participe à la performance quelque part. En fait, ça permet aussi de créer un lien. Le lien. Alors évidemment, avec Charles et Franck, moi je les connais très bien, donc j'ai pas forcément besoin de leur faire un café pour discuter avec eux. D'ailleurs, j'en fais plus maintenant. Mais tu leur as dit débrouillez-vous. Je suis pas. Voilà la cafetière. Tu vois la cafetière, tu vois le café. C'est pas le room service ici. Non, mais effectivement, quand on connaît pas, par exemple, un jour, moi j'ai débarqué sur la Volvo sur Brunel. Oui. Je connaissais très peu les gens à bord. Et du coup, le fait de partager un café, ça permet déjà de te faire connaissance et puis de savoir, même pour mon métier, en fait, de savoir ce que la personne ressent. Et c'était une période où la Volvo avait aussi imaginé que en fait, elle plaçait les médiamens sur les bateaux de façon. Vous tourniez pas mal, et ça, c'est difficile d'avoir la confiance, connaître l'équipage. Ça, c'est pas simple aussi dans le rapport. Ouais, je pense que c'était assez ambitieux. Je suis pas sûr que ce soit un franc succès, parce que finalement, quand même, faire partie de l'équipe et connaître bien les gens, ça aide beaucoup pour raconter l'histoire. Exactement. Oui, et puis dans toute la préparation aussi, où vous les accompagnez déjà. Exactement. Alors, tu parlais de la complicité qui se crée. Il y a un petit son, Jérémy, un petit clin d'œil que tu avais fait, François Gabard, justement. Alors, tu avais fait la Brest Atlantique avec lui. Là, tu n'étais pas là, c'était sur la Transat Jacques Vabre avec Tom Laperche, et il t'a adressé ce petit message. Je crois que ça t'a touché quand même. Je me prends pour Jérémy Eloi. J'espère qu'il dérochera ça un jour. Exactement. C'est mon rêve, d'être médiaman. Exactement. C'est un petit clin d'œil, mais c'est sympa aussi quand tu as déroché ces images du coup. Non, il me l'a envoyé en fait. Ah, il te l'a envoyé, d'accord. Mais tu vois, toute la semaine dernière, là, quand on a fait la remontée, j'ai couché de soleil. À chaque fois, je lui disais, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Au moment du coucher de soleil. Des petits moments de vécu, ouais. Yann, on disait sur la Volvo, c'est extrêmement codifié, mais tu fais partie du team Gitana. Et là, cette fois, sur le Jules Verne, tu étais non seulement médiaman, mais équipier à plein temps. Donc, tourner, monter et puis tourner les manivelles, c'est quand même très acrobatique. Oui, ça laisse un peu moins de temps pour se consacrer à ce qu'on a à faire. Effectivement, s'il se passe un truc grave, on a plutôt tendance, dans ce cas-là, à se précipiter sur les manivelles, les winches, que sur la caméra. Donc on peut de temps en temps perdre des choses quand on navigue et quand on fait à la fois ce travail d'équipier média. Mais à l'inverse, on vit vraiment ce que vit l'équipage. On est encore plus immergé dans l'aventure, donc c'est quelque part plus facile de la raconter derrière. Voilà. Alors justement, en peu de mots, quand tu regardes derrière toi, parce que tu as navigué avec vraiment beaucoup de skippers, qu'est-ce que tu retiens de ces années, ou qu'est-ce qui est le plus fort humainement ? Je sais pas, je pense que c'est quand même ces grandes aventures, ces Volvo Ocean Race, parce que c'est 9 mois au sein d'une équipe et on partage tout, on partage les bons moments comme les mauvais. Quoi. Et par exemple, sur l'épopée Groupama, on a eu de très mauvais moments. Et puis, heureusement, ça s'est bien terminé. Jérémy, toi, il y a aussi finalement
Tu es un passionné de glisse à la base et il y a ces moments d'amitié. Il y a beaucoup de moments de glisse hors bateau que tu as partagé avec les gens que tu as pu rencontrer avec ce métier. Ça m'a permis de discuter avec pas mal de marins parce qu'on parle des mêmes choses. En fait, avant, j'ai l'impression que les marins ils étaient moins dans les sports de glisse. Enfin, même si la planche à voile, il y en a quelques-uns qui en faisaient. Généralement, les marins, ils n'allaient pas trop dans l'eau, j'ai l'impression, que j'ai rencontré de l'ancienne génération. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font tous du kite, de la wing. Avec Yannick Bestaven. Voilà, là, c'est t'as pu Sébastien Josse. naviguer, Ouais. Sébastien Josse, là, sur la wingfoil. Ouais. Et du coup, quand on est à bord, au final, comme avec Francis, quand je suis à bord de son bateau, on parle de kite en fait. Ouais. On parle pas du bateau, on parle juste de où on a été le Oui, dernier c'est vrai que spot, c'est un où on a passionné de navigué. glisse aussi, ce qu'on ignore souvent, c'est vrai. Il y a un lien qu'il faut créer quand même avec la personne qu'on filme pour qu'il y ait de la confiance, pour que la personne elle nous laisse filmer quand on veut un petit peu, parce qu'au début, voilà, on essaye de se faire oublier, mais il faut qu'il y ait une confiance qui se crée. Et moi, c'est un peu ma porte d'entrée, en fait. Ça me permet de discuter avec eux, et puis voilà, il y a un lien qui se crée, et après, j'arrive à avoir des images peut-être un peu différentes que si je parlais pas avec eux au final. Ouais, cette sensation que finalement, quand tu coupes la caméra, ils se lâchent, et où ils se libèrent, où ils redeviennent eux-mêmes, et puis quand tu l'allumes, tout se ferme et tout se crispe. Surtout qu'il ne faut pas juste filmer, mais il y a cette exigence éditoriale. Il faut raconter une histoire. Et comment vous faites pour vous renouveler, pour arriver à raconter des choses? Parce que c'est souvent la même chose qui se passe sur un bateau. Donc comment on fait pour être créatif, pour raconter des belles histoires à chaque fois? Effectivement, c'est pas facile parce que beaucoup de journées se ressemblent. Oui, il y a Après, des longs bords. Hein. Exactement. Après, je pense que ce qu'on essaye de faire de plus en plus maintenant, c'est d'essayer d'expliquer les enjeux de ce qui se passe, en fait. Et à travers ces enjeux, on peut essayer de créer un intérêt. Moi, il y a un certain nombre de sports que j'aime pas forcément regarder, mais quand je sais que c'est la finale de machin et puis qu'un tel va jouer sa place dans l'équipe, ça donne envie de regarder la finale en question. Et je pense qu'en voile, c'est pareil. Même des jours où il ne se passe pas grand-chose, peut-être qu'il faut essayer d'expliquer pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on essaye à obtenir. Et à travers ça, on peut s'intéresser à ce qui se passe cette journée-là, même si elle ressemble à celle de la veille. Voilà. Mais en même temps aussi, il y a parfois, quand est-ce qu'on décide de ne pas filmer? Parce qu'il y a aussi des moments où le skipper, pour des raisons stratégiques, ne veut pas révéler, par exemple, une avarie, une casse. Ça t'est arrivé sur la Bresse Atlantique, je crois, quand l'aile de raid, la dérive s'est cassée à bord de Gitana. Ah ben on l'a montré. Oui, On l'a mais montré vous très l'avez vite. montré quand l'escale à Bahia a été annoncée par Non, je crois le qu'on l'a team. montré un peu avant. Je pense que on a été assez. On l'a pas montré tout de suite. On a laissé un petit délai, mais on l'a montré assez rapidement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que il y a une règle qui était très très bien sur la Volvo et qui disait que quand on avait une avarie, l'équipage était obligé de l'annoncer tout de suite au directeur de course. Bien. Et le directeur de course s'engageait à ne pas la révéler au grand public et aux autres concurrents pendant 48 heures. Mais du coup, on était quand même obligé de révéler son avarie. Et je trouve que ce qui manque sur un certain nombre de courses qu'on a chez nous, c'est que justement, les skippers, parfois, cherchent à tout faire pour ne pas raconter ce qui se passe à bord. Voilà, pas, C'est pas pas vraiment dans révéler votre aux sens. adversaires. C'est un peu Ce qu'on voudrait, compliqué c'est pour savoir vous, ce qui se passe à bord. Donc c'est peut-être un truc sur lequel il faut réfléchir. Et puis il y a par contre toujours aussi, j'imagine avec cette problématique, le rush qu'on ne peut pas montrer alors que c'est une super séquence, mais il y a telle chose du bateau qu'on voit et du coup on ne peut pas l'utiliser. Ça doit être frustrant des fois aussi. Tu as eu ce problème Sur la aussi, Bresse Jérémy, Atlantique, ouais. il sortait des seaux d'eau du bateau et il fallait que je raconte que tout allait bien et que voilà. Donc Voilà. pendant plusieurs jours, j'essayais de trouver des idées. Bon, qu'est-ce qu'on peut raconter? Je les voyais passer avec le Donc- Sika, le casque. Donc il faut les quand même seaux, arranger un peu la l'éponge. réalité Il y a parfois. un décalage, ouais. Moi, j'ai été assez peu confronté à ça. cette Honnêtement, problématique. c'est très très rare qu'on m'ait demandé d'enlever un truc quand je naviguais en mer. J'ai navigué avec François sur The Bridge et je faisais un petit peu On ce a que eu je plein voulais à de ce problèmes moment-là. derrière vous là. Allez, très rapidement parce que ça touche à sa fin, le moment le plus dingue que vous ayez vécu en tant que médiaman. Déjà le trophée Jules Verne parce que j'arrivais je connaissais rien de la voile au final. Hein. J'écoute beaucoup de podcasts pour me rattraper, mais je connaissais pas grand chose. J'avais lu quelques bouquins, moi Tossier, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et voilà, je commençais à travailler pour Francis et puis ça a duré 5 ans. Et puis on était avec l'équipe tout le temps. Voilà, j'étais pas à bord du bateau, mais on a suivi tout le projet et puis le retour, les 40 jours, c'était assez extraordinaire. Tu avais une arrivée de Route du Rhum justement parce que tu as connu Francis, tu as travaillé avec François, donc ça c'était assez intense ce Donc je moment-là. travaille toujours pour les deux et donc là je suivais François pour le film, pour le documentaire. Et donc François a un micro tout le temps, dès qu'il se déplace, il a un micro, donc j'entends tout ce qu'il dit. Et voilà, donc cette arrivée avec François,
C'était fort parce que de vivre la chose de l'intérieur, humainement, c'était intense pour tous les deux. Tous les deux étaient contents au final, même si voilà, là, on connaît l'arrivée, mais Francis aime beaucoup François et inversement, et ça se ressentait en fait. Et moi, j'entends tout ça tout le temps en permanence, et ça, c'est fort en fait. Et Yann, Yann. toi, c'était ces fameux empannages dans l'étape qui menait à Lorient. Ouais, effectivement, j'ai souvenir de cette étape, donc la 7e étape ou la 8e étape de la Volvo Ocean Race, celle qui a mené à Lorient en 2011-2012, qui était décisive. Qui a été Et décisive. on a navigué dans 50 nœuds sous spi. On voit l'image. Et effectivement, il fallait placer un empannage au milieu. Alors moi, mon boulot, c'était juste de filmer. Mais il y a quand même Toute la une grosse tension. et très chaud. l'enjeu humain et sportif. Exactement. Et je me souviens, d'ailleurs, juste après, on est allé se reposer. Il y avait Franck qui était à côté de moi, qui était hors quart. Et on était censé dormir. On regardait la Nemo tous les deux. On voyait 45, 47, 48. Je dis, tu dors pas? Non, je dors pas. Non, j'ai pas envie de dormir. En fait. C'est un grand Tenu moment. par l'adrénaline à un moment Ouais. très très fort. Merci messieurs, on va en rester là parce que ça passe très vite et que voilà, l'émission touche à sa fin. Juste pour voir votre travail, ne pas hésiter à aller soit sur les réseaux sociaux, soit sur vos sites internet. Donc réseaux sociaux, Yann-Rioux et Paula.Riz sur Instagram, et puis sinon polaris.com, et puis oneeyefilm.com, et les réseaux sociaux c'est oneeyefilm aussi sur Instagram. C'est bon? Merci beaucoup. En tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Bravo pour votre travail et on aura plaisir à suivre encore vos images, vos belles images. Merci.